Fin de la visite de 48 heures au Ghana du Premier ministre. Le chef du gouvernement s'est non seulement entretenu avec le président John Dramani Mahama, mais aussi avec la communauté malienne vivant au Ghana, des échanges florissants qui vont imprégner une nouvelle dynamique à la coopération Mali-Ghana. Ici, au Mali, on renforce le maillage sécuritaire. Avec l'inauguration ce vendredi du camp de Bougouni, l'infrastructure doit accueillir non seulement le 82e régiment blindé, elle est aussi, de par sa position, un élément hautement stratégique de sécurisation de cette zone qui fait frontière avec le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. C'est le ministre de la Défense qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Statuer sur l'opérationnalisation des actions prioritaires dans l'espace AES, c'est désormais chose faite. Bientôt, nous aurons une banque confédérale pour l'investissement ou encore une centrale d'achat. Youssouf Diakité nous fera dans ce journal le point de la conclusion des travaux de la réunion des ministres de la Confédération des États du Sahel où toutes ces actions prioritaires ont été prises. Digitalisation de l'administration. Le ministre de la Justice lance le système de gestion intégré des dossiers judiciaires. Avec un simple clic, les justiciables pourront dorénavant accéder à plusieurs dossiers de justice facilement et rapidement. Bemba Sibi nous donnera plus d'explications au cours de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre. Et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Au cours de ce journal, vous aurez également la lecture du communiqué du Conseil des ministres avec Mahamadou Koné. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a rencontré cet après-midi à la primature les acteurs de la coordination des actions humanitaires au Mali. Ils sont venus présenter au chef du gouvernement les besoins humanitaires et le plan de réponse élaboré avec l'ensemble des acteurs. Mamari Koné, Aliou Touré, reportage. C'est un document cohérent et unique qui est présenté au chef du gouvernement. Un document élaboré par l'ensemble des acteurs de la coordination humanitaire dans un contexte particulier. Un contexte marqué par une crise complexe découlant de la situation sécuritaire exacerbée par des facteurs de vulnérabilité, des défis socio-économiques et le changement climatique. Le travail a commencé depuis le niveau local, communautaire, le niveau régional et la phase nationale. Et ensemble, on a fait tout ensemble. Cette année a été une année assez difficile avec les inondations et tout ce qui s'ensuit, mais on a fait tous les déplacements ensemble. Le document vise deux objectifs stratégiques, à savoir sauver et préserver la vie et la dignité des populations et garantir un accès minimum et équitable aux services sociaux de base aux personnes vulnérables à travers une assistance multisectorielle. Processus qui a été extrêmement inclusif et je voudrais ici vraiment saluer le leadership de Madame le ministre et l'ensemble de ses équipes et aussi d'autres équipes sectorielles du gouvernement malien pour vraiment l'accompagnement, mais les conseils qui nous ont permis donc de faire ce plan, comme elle l'a dit, qui a été donc un plan inclusif, participatif. En 2025, les organisations humanitaires devraient apporter une assistance essentielle à 5 catégories qui sont les déplacés internes, les réfugiés et demandeurs d'asile, les rapatriés, les retournés et les victimes des violences basées sur le genre. Je voudrais rappeler, je pense que cela a été pris en compte dans la méthodologie, c'est de ne jamais oublier les 3 principes dictés par le chef de l'État qui guident l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté, le respect de nos choix de partenariat et de nos choix stratégiques, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Donc je me réjouis du fait de savoir que c'est la première fois qu'il y a un tel exercice, disons, de cohérence, d'intégration entre votre démarche d'un côté, bien entendu, la démarche gouvernementale. Le plan de réponse humanitaire 2025 sera lancé dans les prochains jours.
Le Premier ministre est de retour, vous venez de le voir. Il vient juste de boucler hier soir son séjour de 48 heures au Ghana. Le général de division, Abdoulaye Maïga, reçu en audience par le président ghanéen John Dramani Mahama, était porteur d'un message du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. La visite au Ghana a aussi été le lieu pour la délégation malienne de rencontrer notre diaspora avec laquelle les échanges ont été florissants. Mamari Kone, Aliou Touré. Le Mali et le Ghana ont en commun plusieurs défis, notamment dans les domaines de la sécurité, du développement et de la lutte contre le terrorisme. Cette visite du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, aura permis aux deux pays d'envisager l'avenir avec sérénité. Porteur d'un message du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à son homologue ghanéen, le général de division Abdoulaye Maïga, est reçu au Centre international des conférences d'Accra. Nous étions porteurs d'un message de la part de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, chargé de transmettre ses vœux de bonheur, de plein succès à son homologue et frère, le président de la République, John Dramani Mahama. Pour son Excellence le général Goïta, pour le peuple malien, l'arrivée au pouvoir de son Excellence le président John Dramani Mahama est un espoir pour le panafricanisme. Les liens séculaires entre nos deux pays, la relance de la Grande Commission mixte de coopération dont la dernière remonte à 2012 sont entre autres sujets abordés. Lors des entretiens, le dirigeant ghanéen a aussi exprimé sa disponibilité à travailler avec le Mali au sein d'organisations fortes malgré la création de la Confédération des États du Sahel. Avant de quitter Accra, le Premier ministre a rencontré la communauté malienne vivant au Ghana. Estimé à plus de 3 millions, les Maliens vivant au Ghana évoluent dans plusieurs secteurs d'activité. Lors des échanges, il a salué le rôle joué par la diaspora dans la réussite de la transition. Le gouvernement ni CNT en bɛɛ jigi dalen bɛ jamanadenw kan maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani maliyɛn minnu bɛ Mali kɔ kan. Quoique depuis cɛmancɛ fanga daminɛra a ye wulikajɔ mun kɛ a ma dogo mɔgɔ si la. A kɛra assise nationale de la refondation ye, a kɛra référendum kuma ye, a kɛra dialogue intermalien. Je crois que o bɛɛ la vraiment diaspora y'a jɔyɔrɔ fa. Mais a ka kan fana an k'a fɔ ko an ka autorités fana ma ɲina diaspora kɔ parce que n'a jateminɛ CNT kɔnɔna la. Ala barkala diaspora représenté limba konna la anga constitution kura fana konna la ma mu adopté par référendum fana la aka chala fe élection nato akira élection assemblée nationale ta akira sénat ta fana la place blaleno ka nyeshi anga malemu sikileme che dugu kokan donc be ka ira ka fo vraiment ambe nafa ba accorder la diaspora. Le Premier ministre a expliqué à ses interlocuteurs le contenu de la lettre de cadrage, notamment l'axe 7 en ce qui concerne la protection des Maliens établis à l'extérieur. Le général de division Abdoulaye Maïga a aussi invité ses compatriotes à respecter les lois du pays d'accueil. Les autorités ghanéennes, dira-t-il, apprécient d'ailleurs la communauté malienne vivant au Ghana. Le chef du gouvernement a salué les efforts consentis par nos femmes dans la sécurisation du territoire national. Retour à Bamako et je vous invite à suivre la lecture du communiqué du Conseil des ministres tenu aujourd'hui sous la présidence du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. À mes côtés sur ce plateau, Mamadou Kone, bonsoir. Bonsoir Nyanya, mesdames et messieurs, bonsoir. On vous écoute. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, 1. Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction générale de la police nationale. La Direction générale de la police nationale a été créée par l'ordonnance numéro 04026 PRM du 16 septembre 2004 avec pour mission d'élaborer et d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale dans les domaines du maintien de l'ordre et de la sécurité publique et de prêter son concours à l'exécution des lois et des règlements. Ces modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret numéro 04-470 PRM du 20 octobre 2004. L'évolution de la criminalité, l'influence des réseaux sociaux dans le secteur de la sécurité et la militarisation de la police nationale ont rendu nécessaire la relecture du décret du 20 octobre 2004 pour l'adapter au contexte.
Le projet de décret adopté procède à une réforme organisationnelle de la Direction générale de la police nationale et harmonise sa structuration avec celle des états-majors et directions de services formant corps. B. Un projet de décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction générale de la protection civile. La Direction générale de la protection civile a été créée par l'ordonnance numéro 98-026 PRM du 25 août 1998 avec pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile et de veiller à sa mise en œuvre. Ces modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret numéro 2021-0034 PTRM du 30 janvier 2021. L'application de ce décret a révélé des insuffisances qu'il convient de corriger. Le projet de décret adopté corrige les insuffisances et apporte les innovations ci-après. La création d'un centre de traitement de l'information et du renseignement, la création des inspections, la scission de la sous-direction des finances et du matériel en deux sous-directions distinctes, le changement d'appellation des services rattachés en direction de services, la création du commandement des écoles et centres de formation de la protection civile et le groupement d'intervention rapide dans chaque région. Le projet de décret adopté prend également en compte les aspects liés à la militarisation du corps. C. Des projets de décret fixant l'organisation, les modalités de fonctionnement et les cadres organiques de la Direction générale de la police technique et scientifique. La Direction générale de la police technique et scientifique a été créée par la loi numéro 2018-002 du 12 janvier 2018 avec pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de police technique et scientifique et de veiller à sa mise en œuvre. Ces modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret numéro 2020-0224 PTRM du 26 novembre 2020. L'application de ce décret a révélé des insuffisances qu'il convient de corriger. Le projet de décret adopté dote la direction de la police technique et scientifique d'un cadre organique et corrige les insuffisances constatées en apportant, entre autres, les innovations ci-après. La création d'une cellule chargée de la communication et de l'information. L'érection du centre des études et de la formation en sous-direction. La création de la division des drones au sein de la sous-direction de l'informatique et des traces technologiques. La prise en compte des dispositions du statut général des militaires. 2. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de financement du projet de résilience communautaire et de services inclusifs au Mali, Mali Denko, signé à Bamako le 6 décembre 2024, entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement. Par cet accord de financement, l'Association internationale de développement accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 88 milliards 774 millions 550 520 francs CFA. Le projet, objet du présent financement, vise à améliorer l'accès aux services de base répondant aux priorités des communautés dans les zones à risque à travers la construction et la réhabilitation de petites infrastructures productives, le soutien et la mise en œuvre d'activités de subsistance liées au maraîchage, à l'élevage et à la pisciculture, la réhabilitation de voies de communication, d'infrastructures d'eau, d'assainissement, d'électrification, de marchés, de centres de santé et d'éducation. Le projet concerne 850 villages répartis entre 57 communes des régions de Kidal, Tombouctou, Taoudéni, Nara, Nioro et Kaï. 3. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret relatif à la création des services régionaux et subrégionaux de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique.
La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique est représentée au niveau régional par les trésoreries régionales, les recettes perception au niveau des communes et les recettes de douane auprès des bureaux de douane. L'application des textes régissant ces services a révélé des insuffisances liées notamment à l'évolution de l'environnement de l'administration publique et à la nécessité de prendre en compte les innovations introduites par les normes communautaires et internationales en matière de comptabilité publique. Le projet de décret adopté permettra de corriger les insuffisances constatées et d'améliorer la maîtrise des risques des opérations, la reddition des comptes dans les délais impartis et de conformer les textes des services régionaux et subrégionaux à l'évolution de l'administration du territoire, du trésor et de la comptabilité publique. B. Un projet de décret portant approbation de Malidenkoura Nyetasiraka San Mwa Biorni Sabama et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Le Conseil des ministres, en sa session du 27 décembre 2024, a pris acte d'une communication écrite relative à Malikoura Nyetasiraka San Kabensan Mwa Bioroni Sabama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. La stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, cadre opérationnel pour la première décennie de mise en œuvre de Malikoura Nyetasiraka Bensan Mwa Bioroni Sabama, est une initiative ambitieuse et inclusive visant à transformer le Mali en une nation émergente en 2033. La mise en œuvre de ce cadre stratégique qui place le citoyen malien, le Malidenkoura, au cœur des priorités et en le considérant comme un acteur autonome capable de prendre en main son destin, permettra la refondation de l'État et la transformation structurelle de l'économie. Le projet de décret adopté consacre l'approbation formelle de Malikoura Nyetasiraka Bensan Mwa Bioroni Sabama et ouvre la voie à la mise en œuvre des projets structurants identifiés. 4. Sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant le transfert au profit de la société Coralie Sud SA du permis d'exploitation de grandes mines d'or de Coralie Sud dans le cercle de Sadiola, région des Cailles, attribué à la société LGC Exploration Mali-Sarl. Un permis d'exploitation de petites mines a été attribué à la société LGC Exploration Mali-Sarl à Coralie Sud dans le cercle de Sadiola, région des Cailles, suivant l'arrêté numéro 2022-1013 MMEE SG du 15 avril 2022. En vue d'une exploitation optimale du gisement de Coralie Sud, Allied Gold, l'opérateur de la mine de Sadiola et un des actionnaires de la société Exploitation des mines d'or de Sadiola et LGC Exploitation Mali-Sarl ont conclu un accord de cession du permis d'exploitation de petites mines de Coralie Sud en novembre 2023 et convenu de mettre leurs efforts ensemble pour une exploitation économique du gisement mis en évidence. Les activités effectuées dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord ont révélé des réserves exploitables estimées à 8,8 millions de tonnes et des opportunités d'augmenter ces réserves. C'est ainsi qu'Allied Gold a proposé un nouveau plan d'exploitation qui rentre dans la catégorie des grandes mines. La transformation du permis d'exploitation de petites mines de Coralie Sud en permis d'exploitation de grandes mines a été attribuée à la société LGC Exploration Mali-Sarl par le décret numéro 2024-0588 PTRM du 23 octobre 2024 à Coralie Sud. Le projet de décret adopté autorise le transfert au profit de la société Coralie Sud SA du permis d'exploitation de grandes mines d'or de Coralie Sud dans le cercle de Sadiola. 5. Sur le rapport du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme,
Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret instituant la Biennale artistique et culturelle du Mali. Les autorités de la République du Mali ont marqué, dès les premières années de l'indépendance, leur volonté de promouvoir et développer une culture malienne forte, ancrée dans les valeurs de notre société et ouverte au monde en vue de réaliser une unité nationale fondée sur le sentiment d'identité commune. Cette volonté s'est traduite par la création de formations artistiques nationales nées de la Semaine nationale de la jeunesse, dont la première édition a eu lieu en 1962. La Semaine nationale de la jeunesse deviendra en 1970 la Biennale artistique, culturelle et sportive, puis la Semaine nationale des arts et de la culture. Instituée par l'arrêté numéro 2110 MJSAC-CAB du 30 mai 1979, l'organisation des différentes éditions de la Biennale a révélé des insuffisances, notamment l'inadaptation de l'arrêté au cadre institutionnel et la non prise en compte de la dimension industrie culturelle et créative. Le projet de décret adopté institue la Biennale artistique et culturelle et permet sa tenue de façon tournante dans une région ou dans le district de Bamako. Son adoption participe de la mise en œuvre d'une des recommandations des Assises nationales de la refondation et permettra d'inscrire la manifestation dans une vision politique de souveraineté culturelle nationale. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de la dissolution des conseils communaux des communes rurales de Dialakorodji et de Safo, région de Koulikoro. La dissolution du conseil communal est prévue par la loi numéro 2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des collectivités territoriales. Au terme de l'article 8 de la dite loi, le conseil communal peut être suspendu ou dissous. Dans tous les cas, le conseil communal est admis préalablement à fournir des explications écrites par l'entreprise du maire aux représentants de l'État dans le cercle. Les conseils communaux des communes rurales de Dialakorodji et de Safo se caractérisent depuis un certain temps par des dysfonctionnements et des violations de la loi, notamment des morcellements irréguliers du domaine privé de l'État et des particuliers, l'immixtion des autorités communales dans le processus de nomination des chefs de village, la fermeture irrégulière d'un centre de santé, le non-respect des procédures applicables au marché public. Face à ces situations de fautes graves de gestion administrative, une demande d'explication a été adressée aux 10 conseils communaux. À l'effet de mettre fin aux dérives constatées, les conseils communaux des communes rurales de Dialakorodji et Safo sont dissous conformément aux dispositions de l'article 10 du Code des collectivités territoriales. 2. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres de l'organisation des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État au titre de l'exercice budgétaire 2024. Les concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État, exercice budgétaire 2024, sont ouverts suivant le communiqué du 17 janvier 2025. Au total, 848 postes sont mis en compétition, y compris les 75 postes ouverts pour les 9 corps de l'École nationale d'administration et les 72 postes non pourvus des concours directs de l'année 2023. La réception des dossiers de candidature se déroulera du 22 janvier au 21 février 2025 à Bamako, au Centre national des concours de la fonction publique, ainsi que dans les centres régionaux de Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Les concours se dérouleront du 5 au 20 avril 2025 à Bamako et dans tous les centres régionaux. 3. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et de l'Eau a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 77e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal à Conakry, en République de Guinée. La 77e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal sera l'occasion d'examiner
l'état d'exécution des différentes activités réalisées en 2024, d'adopter les programmes d'activité et les budgets 2025 des structures de l'organisation et les rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2023. Cette session, qui se tiendra du 30 au 31 janvier 2025, sera précédée de la réunion préparatoire des experts les 27, 28 et 29 janvier 2025. La participation du Mali à travers le ministre de l'Énergie et de l'Eau, assurant la présidence du Conseil des ministres de l'OMVS et le ministre de l'Économie et des Finances, sera l'occasion de sensibiliser les États membres sur la réalisation du projet de navigation sur le fleuve Sénégal et sur la gouvernance relative à la gestion des ouvrages hydroélectriques de Manantali, Felou et Gouina. 4. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée internationale de la femme 8 mars, 31e édition. La journée du 8 mars, institutionnalisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies comme Journée internationale de la femme, vise à promouvoir les droits des femmes et l'égalité du genre à travers l'investissement dans leur autonomisation économique et politique pour un développement inclusif durable. Au plan international, le thème de cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Au niveau national, la journée sera célébrée sous le thème « Accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable ». Ce thème s'inscrit dans la dynamique des réformes politiques et institutionnelles en cours au Mali en vue de renforcer les engagements internationaux et régionaux et nationaux relatifs aux droits civils, politiques, sociaux, culturels et économiques des femmes et à l'égalité du genre. Cette année, la cérémonie de lancement officiel de la célébration de la Journée internationale des femmes se tiendra à Koutiala. Des activités commémoratives se dérouleront à Bamako, dans les régions et cercles courant le mois de mars. 5. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 13e session de la Conférence des ministres de la Culture dans le monde islamique. La Conférence des ministres de la Culture dans le monde islamique est une des instances de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Le Mali, membre du Comité du patrimoine islamique depuis 2014, a toujours participé activement aux réunions de la conférence des ministres dans le monde islamique et a inscrit 10 biens sur la liste du patrimoine islamique. La participation de notre pays à cette 13e session qui se déroulera du 12 au 13 février 2025 à Jeddah, au Royaume d'Arabie Saoudite, permettra d'obtenir le soutien des membres de la conférence des ministres pour l'inscription de nouveaux biens sur la liste du patrimoine dans le monde islamique. La conférence permettra également aux ministres de la Culture dans le monde islamique de discuter, entre autres, du renouvellement de l'action culturelle dans le monde islamique, ainsi que des moyens pour y parvenir, de s'informer sur l'état de conservation des biens inscrits sur la liste du patrimoine islamique et d'examiner l'avancement de l'exécution des résolutions et recommandations de la 12e session de la conférence. 6. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment a. Par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, b. Par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Nyanya Aliou Traoré, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce vendredi. Merci beaucoup, Mahamadou Kone.
Nous allons voir ensemble cette révolution. Prenez votre clavier ou votre téléphone et dorénavant faites un simple clic ou une touchée pour accéder facilement et rapidement à plusieurs dossiers de justice. Oui, c'est possible après le lancement du système de gestion intégré des dossiers judiciaires par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. D'autres explications, c'est avec Bemba Sibi et Abraman Doka Traoré. La justice à l'heure du numérique. Le lancement du logiciel de gestion intégrée des dossiers judiciaires par le ministre en charge de la justice est une avancée majeure. Elle participe de la volonté de réforme du secteur de la justice. Le système intégré de gestion des dossiers judiciaires permet d'accéder plus facilement et plus rapidement à de nombreux documents judiciaires. Le système est composé de 3 plateformes qui seront interfacées avec la base de données de l'état civil et du numéro d'identification nationale NINA pour renforcer le contrôle et la vérification des identités. Il constitue automatiquement la liste des personnes condamnées qui sert de base de données pour le casier judiciaire. Nous croyons que ce logiciel constituera une solution novatrice qui permettra de rendre plus accessible le service public de la justice. Cette dématérialisation des dossiers judiciaires est la concrétisation d'une vision du président de la transition il y a quelques mois à Sikasso, la digitalisation de l'administration. Cette initiative est une étape importante de la mise en œuvre de la vision du gouvernement de transition en ce qui concerne la transition numérique. La présente plateforme a été réalisée à la suite d'un long processus participatif et inclusif. C'est le lieu de vous annoncer que mon département, à travers l'Agence de technologie de l'information et de la communication AGETIC, prendra en charge l'interconnexion des juridictions de la phase pilote des dossiers judiciaires. Le logiciel que nous lançons aujourd'hui est un système intégré de gestion des procédures et des registres des dossiers judiciaires depuis la première instance, c'est-à-dire le premier degré de juridiction, jusqu'au second degré en passant par les voies de recours. La chaîne de traitement inclura aussi bien les procédures civiles, commerciales, sociales, administratives et pénales que la police judiciaire et l'état civil. Aussi, devrait-il permettre, comme cela s'entend, de dématérialiser toute la procédure judiciaire depuis la requête et le procès verbal jusqu'à l'établissement des pièces d'exécution et par extension à la gestion de la détention. La phase pilote de déploiement du système va se faire dans certaines juridictions et elle va prendre 2 ans. Semaine de la justice oblige. Restons avec le chef du département en visite dans 4 de ses services rattachés, dont le pôle national économique et financier. Ba Traoré, Oumar Traoré, reportage. La semaine de la justice mise à profit par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme pour avoir une idée du bilan des 4 services rattachés à travers une série de visites. Le ton est donné au PNEF, pôle national économique et financier. Ici, le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme prend connaissance des activités réalisées en 2024 à travers une communication donnée par le procureur du pôle. Pour les cabinets d'instruction, ils ont été saisis de 178 dossiers dans l'année. Sur la même période, ils en ont sorti 126. C'est à titre illustratif. La même chose pour la chambre de jugement. Nous avons enrôlé 60 dossiers dans l'année. Le tribunal en a sorti 69, ce qui fait les 115%. Donc c'est ça les chiffres sur l'activité judiciaire. Le garde des Sceaux prend la relève et conduit la délégation ministérielle dans 3 autres services pour le même exercice. Il s'agit successivement de l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués ARGAS, la Direction nationale des droits de l'homme et du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Ce que nous sommes en train de faire s'inscrit dans le cadre de la vision et des orientations du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui a décidé de faire en sorte que la lutte contre la corruption, la lutte contre la cybercriminalité, la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et toutes les formes de criminalité puissent être un combat du gouvernement. Une lutte que nous devons mener sans faiblesse. Une lutte que nous devons mener avec efficacité. Le bilan réalisé par ces services est jugé satisfaisant par le ministre. Ces différentes structures qui ont été créées, aujourd'hui nous les avons rendues opérationnelles. Elles sont toutes opérationnelles.
Elles ont toutes leur personnel, leur siège, le minimum de moyens pour commencer à travailler. Et ces structures, en un laps de temps, ont fait des résultats remarquables, des résultats dont je suis fier et pour lesquels je félicite les responsables et tous les animateurs de ces structures-là. L'insuffisance des personnels et le manque de matériel logistique ont été évoqués par certaines structures. Le ministre Kassogué a demandé d'œuvrer de manière à consolider les acquis. Et je vous rappelle que la semaine de la justice a pour thème cette année la justice à l'heure des réformes. Nos autorités intransigeantes dans la préservation et le renforcement du maillage sécuritaire. C'est d'ailleurs l'un des vœux du chef suprême des armées. On peut le constater ce soir. C'est en partie acquis ce maillage avec l'inauguration ce vendredi du camp de Bougouni. L'infrastructure doit non seulement accueillir le 82e régiment blindé pour plus d'assurance, elle est aussi, de par sa position, un élément hautement stratégique de sécurisation de cette zone qui fait frontière avec le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. C'est le ministre de la Défense et des anciens combattants qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Abdoulaye Sako, reportage. L'un des plus grands camps du Mali ouvre ses portes à Bougouni. L'infrastructure militaire trône majestueusement sur une superficie de 752 hectares, soit plus de 7 km². La bâtisse est implantée au bord de la route nationale numéro 7. Sa position stratégique lui permet de veiller sur une région importante de par ses richesses géographiques, minières et culturelles et sa faune et sa flore. Ce joyau exclusivement militaire est doté d'équipements sophistiqués capables de répondre au contexte actuel. Des équipements ultramodernes qui seront maniés par des militaires aguerris au combat. Monsieur le ministre, ce projet structurant que nous inaugurons ce matin est un projet présidentiel de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de l'attention chef de l'État, chef suprême des armées, qui répond à un vœu ardent exprimé par les populations de Bougouni. Il est aussi un témoignage éloquent à l'endroit des filles et fils de ces terroirs qui ont servi et qui continuent de servir sous le drapeau national dans la défense opérationnelle du territoire et la protection des personnes et de leurs biens. Aussi, je voudrais, en leur nom et au mien propre, adresser mes remerciements appuyés à nos plus hautes autorités, qu'elles trouvent ici toute notre gratitude et le soutien indéfectible des populations de la région de Bougouni pour tous les efforts fournis dans le cadre de la sécurisation du pays. Cette nouvelle caserne de Bougouni est composée de postes de commandement, de zones de vie, de magasins d'armes, de hangars pour les blindés, de réseaux d'adduction d'eau, d'éclairage public et des systèmes de sécurité très avancés. Ce camp abritera prioritairement le 82e régiment blindé, dont l'implantation permettra de rayonner dans le quadrilatère Bani Monotié, Wassoulou, Djetoumou et le Baningo, et de contribuer durablement au développement des activités socio-économiques de la région par l'amélioration de la libre circulation des personnes et de leurs biens, la sécurisation des sites miniers et des unités industrielles locales. Les menaces terroristes qui planent sur notre espace requièrent un maillage sécuritaire conséquent et cela passe par de nouvelles infrastructures. Le camp que nous inaugurons aujourd'hui répond à tout point de vue à la vision édictée par le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées. Il abritera le 82e régiment blindé de l'armée de terre. Je l'ai encore rappelé récemment, une nation forte se construit sur sa mémoire et son histoire. Un peuple fort vit et se nourrit de sa culture. Et un État fort
s'adosse à son armée. La montée en puissance de notre armée, gardienne de notre indépendance, n'est pas un vain mot. Elle se traduit par le renforcement de l'effectif, de l'acquisition d'équipements de dernière génération et un meilleur maillage territorial. Nul doute que notre armée, socle de la souveraineté du Mali, signe son renouveau. Les habitants de la région de Bougouni ont exprimé leur gratitude envers les autorités de la transition à travers leur riche savoir-faire. Mais avant de procéder à l'inauguration du camp, le ministre chargé de la Défense a sacrifié à la traditionnelle visite aux autorités coutumières de la ville de Bougouni. Renforcement de la sécurisation sur le terrain, mais aussi et surtout sur le plan communicationnel. L'école de guerre s'imprègne du fonctionnement des médias, particulièrement de celui de l'ORTM. Les auditeurs de la 4e promotion de l'école de guerre du Mali en visite dans nos locaux ce matin. Ils ont fait le grand tour des différents compartiments de l'office avant de s'entretenir avec l'équipe technique, avec à leur tête le directeur général Hassan Baba Diombele. Le travail de production, le traitement et la diffusion de l'information sur les chaînes de radio et télévision de l'ERTM au cœur des échanges. Cette promotion est dénommée promotion AIS et elle enregistre des officiers stagiaires des 3 pays de la Confédération suivant Seydou Traoré. La visite pédagogique des auditeurs de la 4e promotion de l'école de guerre du Mali à l'ORTM intervient à la fin du module de communication de l'établissement. Ils sont au total 25 auditeurs, dont 15 Maliens, 5 du Burkina Faso et 5 du Niger. De la première chaîne de télévision ORTM 1 à la radio chaîne 2, en passant par la radio nationale ORTM 2, les échanges ont surtout porté sur le travail d'information et de communication des différentes chaînes. Vu de l'intérieur, nous voyons que c'est vraiment, le groupe ORTM, c'est une très grosse machine qui utilise beaucoup de leviers pour pouvoir répondre aux attentes des populations. Ce qui m'a impressionné vraiment dans cette structure, c'est la complexité de l'ensemble des structures de diffusion, les radios, les télévisions, qui travaillent tout ensemble en bonne intelligence. Je suis très ravi de découvrir aujourd'hui c'est quoi la radio et télévision du Mali. Et surtout dans cette dynamique actuelle dans laquelle nous sommes, celle de la refondation de nos 3 États. Donc ma première impression ici qui se dégage, vraiment, je vis un personnel vraiment actif. Pour cette visite pédagogique, les auditeurs de la 4e promotion de l'école de guerre du Mali ont eu droit à des explications sur le partage de l'information et des programmes dans l'espace AISO. Nous avons quand même appris beaucoup de choses. Ceux qui ont la passion du service public nous ont quand même informés des enjeux, des vrais enjeux, d'une bonne information, comment rassurer la population en temps de crise. Le directeur général de l'ORTM a saisi cette visite pour rappeler le travail énorme de sa structure qui est présente aujourd'hui dans les 19 régions administratives du Mali et du district de Bamako. Une véritable odyssée ce matin dans les locaux du média d'État. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin dans la connaissance de ce qui fait notre histoire. Partons ensemble à la découverte de ce tout pan essentiel de l'armada militaire malien. Il s'agit du musée des armées. Dans le cadre de l'initiative de l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire Mali, une journée porte ouverte s'est tenue au cours de la semaine dite de cohésion armée-nation. Une autre façon de permettre au public majoritairement jeune de connaître l'histoire des armées, leur évolution et fonctionnement. Suivons le reportage de Abdul Karim Kaba. Offrir un cadre parfait aux jeunes et à la population de tout savoir sur l'armée, son évolution et sa capacité actuelle, tel est le sens donné à cette journée porte ouverte au musée des armées. Pour permettre à la population malienne de venir visiter l'essentiel que nous avons appelé l'histoire du Mali, qui est important à tous les niveaux. Pour permettre aux citoyens lambda de revivre, de connaître son histoire et aussi les différentes mutations de son armée. Du stand du régiment des commandos parachutistes à celui de l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire, en passant par la police,
la garde nationale, le génie militaire, la protection civile et l'école de maintien de la paix, les visiteurs du jour se sont bien imprégnés des différentes composantes. Comment ça se passe pour si on veut tirer la parachute et tout. Après, on est venu l'informatique militaire. Ils nous ont dit que toutes les communications qui se passent ici, tout ce qui se passe là-bas, c'est eux qui font ça. Après, les génies militaires, tout ce qui concerne les bombes, les grenades, tout quoi. Chaque cadre a sa fonction. Les gardes nationales ont leur fonction, la police notamment aussi a sa fonction. Et j'ai appris aussi que la garde nationale a une devise, un serment et enfin... Cette journée porte ouverte au musée des armées a été même une occasion pour certains de tester le parachute. Inviter toute cette jeunesse à venir voir tout ce qui se passe au musée des armées comme passé, cela me donne beaucoup d'énergie et de motivation surtout. Cela montre qu'il faut encore travailler. Il faut continuer davantage à soutenir son armée. L'initiative de l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire est d'une importance capitale dans la relation entre l'armée et son peuple. C'est un message de soutien aux forces armées, c'est un message de solidarité et c'est l'engagement citoyen qui montre que l'armée malienne, émanation du peuple, ne se bat pas seule, ne se bat pas pour elle-même, elle se bat pour la nation malienne et les citoyens sont prêts à l'accompagner, à la connaître davantage, mais aussi à œuvrer pour que son travail soit efficace sur le terrain. La journée porte ouverte au musée des armées est la troisième activité de l'initiative de l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire après le concours de slam de soutien aux femmes et la conférence débat. La célébration du 20 janvier par l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire se poursuivra ce dimanche avec le cross de la paix et de la cohésion sociale. Cette activité bouclera la semaine de la cohésion armée-nation. L'actualité dans notre espace commun dominé par la réunion des ministres de la Confédération des États du Sahel. Il en ressort de bonnes nouvelles. Tenez par exemple, nous aurons bientôt une banque confédérale pour l'investissement ou encore une centrale d'achat. Les ministres des trois pays ont en effet statué sur l'opérationnalisation d'actions prioritaires dans l'espace AES. Plus de précisions avec Youssouf Diakité. Cette réunion des ministres de la Confédération des États du Sahel vise à concrétiser les actions prioritaires contenues dans la feuille de route adoptée par les chefs d'État de la Confédération en juin 2024 à Niamey, notamment les actions relatives au pilier développement. Aujourd'hui, à partir de tout ce que les experts ont pu faire comme travail, nous allons pouvoir examiner des documents portant sur la création de la banque d'investissement de l'AES, documents portant également sur la mise en œuvre des projets intégrateurs de l'AES, documents portant aussi sur le développement rural, mais aussi sur la libre circulation des personnes et des biens. La concrétisation de ces projets ambitieux témoigne de la volonté des États membres de l'AES en faveur d'un développement socio-économique et de faire face aux enjeux régionaux. Des projets qui s'inscrivent en droite ligne de cette volonté de nos plus hautes autorités. Les assises de Bamako sont donc un pas décisif dans la marche inexorable pour rendre effective la mise en place de notre confédération. Parmi les projets prioritaires abordés, on note la création d'une institution financière qui répond aux aspirations des peuples de l'AES pour soutenir le développement économique et les infrastructures des pays membres. Nous devrions, au terme de notre session, atteindre les objectifs spécifiques ci-après. Valider la feuille de route concernant l'opérationnalisation de la Banque régionale d'investissement, proposer le projet de texte relatif au prélèvement confédéral AES, proposer les instruments juridiques concernant la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES, valider les projets intégrateurs à retenir dans le cadre du renforcement des infrastructures énergétiques et de transport, proposer la feuille de route concernant l'opérationnalisation d'une centrale d'achat, valider un dispositif de suivi-évaluation des activités retenues et enfin formuler des recommandations visant à assurer une mise en œuvre
efficace et diligente des actions prioritaires. À la fin des travaux, les 3 ministres maliens, nigériens et burkinabés ont apposé leur signature en guise de validation du communiqué final contenant les actions prioritaires retenues. On peut donc noter que la rencontre de Bamako a comblé les attentes. Un autre grand pas dans les actions prioritaires de l'espace, nous avons aussi l'opérationnalisation de la compagnie aérienne de l'AES dans le meilleur délai ou la réduction des tarifs de transport aérien dans les pays membres de la Confédération. Ces sont là, entre autres recommandations issues des 2e journées de l'aviation civile de l'AES, dont les travaux viennent de prendre fin au Mali, suivant le compte-rendu de Aoulusseini Touré. Au terme des 2 jours de travaux, les experts nigériens, maliens et burkinabés ont à l'issue de leurs travaux formulé plusieurs recommandations lues ici par le directeur général de l'ANAC. Première recommandation, mettre en place un organe de suivi de mise en œuvre des recommandations issues des JIDAC. Deuxième recommandation, élaborer et mettre en œuvre une feuille de route pour l'opérationnalisation de la compagnie aérienne des États de l'AES. 3. Signer et mettre en œuvre un mémorandum d'entente en matière de coopération technique entre les autorités de l'aviation civile des États de l'AES. 4. Harmoniser la législation, la réglementation et les procédures de l'aviation civile des États de l'AES. 5. Créer les licences et les certificats de confédération des États de l'AES. 6. Mettre aux normes les aérodromes déclarés internationaux non certifiés. Et enfin, 7e point, créer les conditions d'accès au transport aérien en réduisant les taxes et redevances dans l'espace AES. Les participants ont également reçu des directives et des conseils utiles pour diligenter la mise en œuvre des recommandations afin que des résultats tangibles soient enregistrés d'ici la fin du mandat du Mali prévu pour juillet prochain. Il faut faire vite, il faut se mettre la pression nécessaire pour que d'une part, notre population puisse sentir que l'AES bouge à leur profit et aussi pour que nos détracteurs se rendent compte que l'AES est une réalité. Le ministre des Transports et des Infrastructures a pris l'engagement de mettre tout en œuvre pour assurer la mise en œuvre des recommandations de son ressort. Le ministère des Transports et des Infrastructures du Mali mettra en œuvre, sous l'impulsion du président de la transition chef de l'État et sous la conduite du Premier ministre chef du gouvernement, les pertinentes recommandations formulées en guise de contribution des acteurs au développement du transport aérien, facteur de consolidation de la Confédération des États du Sahel. En attendant la prochaine édition des JIDAC, les experts mettront tout en œuvre pour réussir une finalisation rapide des dossiers en fonction de leur pertinence et de leur urgence. Suivant ce bulletin qui évoque les interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 12 au 15 janvier 2025, le commentaire est signé Jocelyne Amoussou. Dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve Niger, grâce à des informations issues des services spécialisés, les agents de la brigade d'Ayoru ont procédé à l'arrestation de 2 complices actifs impliqués dans des réseaux criminels. Lors de leur interpellation, les forces de sécurité ont découvert en leur possession une somme de 7 212 000 francs CFA, un bœuf volé et divers matériels. Sur la rive droite du fleuve Niger, une opération menée au marché de Kokoro a permis l'arrestation, le 12 janvier, d'un complice des groupes armés criminels déjà bien connus des services de renseignement. Cet individu est identifié pour sa collaboration avec Oumarou Gaya, un criminel activement recherché, opérant dans les zones de Moma, Taratakou, Lemdou, Amarsingue et dans la région des 3 frontières. Dans la région de Dosso, au sein de l'opération Damissa, grâce à l'exploitation des renseignements concordants, la patrouille fluviale des forces de défense et de sécurité a intercepté à Bumba une pirogue en provenance de Malanville. À son bord se trouvait une grande quantité de logistique et 4 individus identifiés comme des complices impliqués dans le ravitaillement de criminels. Le même jour, dans l'après-midi, la position avancée de Bela a appréhendé 2 individus de nationalité étrangère soupçonnés d'avoir participé au récent sabotage du pipeline.
Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, une mission de ratissage menée dans le périmètre de Mousseka, sur le site présumé du sabotage, a permis de découvrir des cartouches et étuis de calibre 7,62 mm, ainsi qu'une batterie, laissant supposer l'utilisation d'un engin explosif improvisé. À proximité de la zone, un individu suspect a été appréhendé alors qu'il tentait de prendre la fuite. Lors d'une mission de reconnaissance offensive sur l'axe Tlemcès-Taza, les forces ont intercepté 2 individus suspects. Lors de la fuite, l'analyse de leur téléphone portable a révélé des éléments accablants. L'un d'eux apparaissait sur des photos en tenue militaire tenant un pistolet. Chers concitoyens, les forces de défense et de sécurité tiennent à exprimer leur profonde gratitude pour votre soutien inestimable et votre collaboration active au quotidien. Grâce à vos milliers d'appels sur les lignes vertes fournissant des renseignements crédibles et des encouragements par moment, vous exprimez la confiance que le peuple nigérien accorde à ses forces de sécurité. Cette synergie entre la population et les forces de défense est cruciale pour renforcer notre sécurité collective. Les lignes téléphoniques restent ouvertes 24 heures sur 24 pour recevoir vos appels et vos signalements. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Au Burkina Faso, dans l'agenda des audiences du Premier ministre, retenant celle accordée à l'unité de gestion du projet de construction des infrastructures du mémorial Isidore Noël Thomas Sankara, Frédéric Nikiema nous en parle. Reconstruction de la mémoire du père de la Révolution d'août 1983, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo remet au chef du département en charge de la culture un important lot d'archives et d'artefacts du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara. La primature a donné l'exemple. C'est à la fois des archives sous forme de documents administratifs, des manuscrits du capitaine Thomas Sankara. Il y a également des archives audiovisuelles et donc un certain nombre d'éléments et d'artefacts que nous entendons collecter à travers l'ensemble du pays et même à l'international. Tout ceci pour valoriser le patrimoine culturel et l'héritage politique laissé par le père de la Révolution de 1983. Pour la valorisation de ce patrimoine, le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, procède le 15 octobre 2023 à la pose de la première pierre du projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara. L'ensemble de ces collections vont être conservées au sein du futur musée, logé dans le mémorial Thomas Sankara. Nous sommes à la première phase qui se déroule en ce moment, mais nous allons multiplier la communication, multiplier les approches, identifier toutes les parties intéressées et nous allons donc nous-mêmes faire la démarche pour collecter au maximum, en tout cas tout ce qui peut contribuer à réhabiliter, comme je l'ai indiqué, la mémoire du capitaine Thomas Sankara, mais aussi à faire profiter aux générations à venir de l'héritage politique laissé par le capitaine Feu Isidore Thomas Noël Sankara. Et Père-Wende Gilbert Ouedraogo d'inviter l'ensemble des Burkinabés ainsi que les amis du pays des hommes intègres, détenteurs de tout type de documents ou objets en rapport avec le père de la Révolution d'août 83, à prendre attache avec son département en vue d'enrichir le musée. Célébration par nos compatriotes à travers le monde de la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Voyons pour la diaspora malienne du Burkina Faso, la montée des couleurs et la dispension de leçons modèles ont marqué cette journée de célébration, nous disent Jérôme Tindano, Fanta Ouattara et Alassane Kiendre Beogo. 14 janvier 2022, 14 janvier 2025, l'an 3 de la mobilisation générale au Mali. Une date symbolique pour les Maliens. Et la communauté malienne vivant au Burkina commémore l'événement ici à l'ambassade. Notre peuple est sorti comme un seul homme le 14 janvier 2022 pour manifester sa désapprobation avec ces sanctions, pour les dénoncer et réaffirmer la souveraineté du Mali suite aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Pour l'ambassadeur, cette mobilisation patriotique permet également à son pays de retrouver sa dignité en posant des actions fortes, notamment le départ des forces militaires françaises et onusiennes du pays. Toutes ces forces étrangères
ont été amenés à quitter le Mali. Donc nous réaffirmons encore une fois le Mali souverain, mais aussi le Mali éternel. Aujourd'hui, le Mali se positionne en bonne place sur la scène internationale, selon Issouf Omar Maïga. Il exhorte donc les Maliens à plus de résilience, le prix à payer pour une souveraineté totale du pays de Soundiata Keïta. Les Maliens sont également invités à faire preuve de confiance aux autorités actuelles qui font preuve d'exemplarité à travers une gouvernance vertueuse. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique conformément aux arrêtés interministériels numéro 2024-442-67 du 6 décembre 2024, numéro 2024-42-68 du 6 décembre 2024 et numéro 2024-42-69 du 6 décembre 2024 sont ouverts les concours directs de recrutement dans la fonction publique d'État au titre de l'année budgétaire 2024. Au total, 773 emplois sont mis en compétition. Ils concernent toutes les catégories A, B2, B1, EC et presque tous les secteurs. Les dossiers de candidature sont reçus au Centre national des concours de la fonction publique et auprès des gouverneurs des régions de Kaïssi-Kasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao, tous les jours ouvrables, à partir du mercredi 22 janvier 2025 jusqu'au vendredi 21 février à 16h, délai de rigueur. Les 10 concours vont se dérouler du 5 au 20 avril 2025 dans les régions de Kaïssi-Kasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et dans le district de Bamako. Pour les régions non listées, les candidats peuvent s'inscrire dans le centre de leur choix. Le Comité national des jeunes travailleurs de l'UNTM a inauguré son siège. Tchemro Konaté nous présente ce siège. Le Comité national des jeunes travailleurs dans un cadre désormais rénové. Nous sommes au siège de l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali. Outre le secrétariat et le bureau du président, on y trouve une salle de réunion baptisée Yahouba Katile, volonté manifeste de rendre hommage aux premiers responsables de l'UNTM. Nous remercions le grand Dieu par l'inauguration de ces sièges qui a été rénové par les partenaires ainsi que le secrétaire général du bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Cela nous interpelle et qu'à partir de cet instant, nous devons doubler l'effort pour être à la hauteur du souhait de nos leaders syndicaux. Cette cérémonie d'inauguration a été couplée à la présentation du bilan d'un an d'exercice du comité sur un mandat de 4 ans. Il s'agit, à titre d'illustration, d'une formation sur les techniques de négociation au bénéfice des 37 membres du bureau. Autre formation et non des moindres, celle portant sur les fondements de la formation des adultes ayant vu la participation des 13 membres du bureau exécutif. C'était du 20 au 28 décembre dernier au Togo. Nous avons vraiment appris des techniques très importantes en termes d'animation, de conception, de modules de formation. Et nous avons la ferme volonté d'essayer de faire la bonne transmission à nos camarades sur toute l'étendue du territoire. Un bilan plus que jamais satisfaisant que le Comité national des jeunes travailleurs doit à la trajectoire tracée par celui qu'il qualifie de force tranquille, allusion au secrétaire général de l'UNTM. Vous avez su démontrer une capacité remarquable à apprendre, à partager vos connaissances et promouvoir le dialogue social. Ces efforts témoignent non seulement de votre volonté de progresser, mais également de votre attachement à faire de l'UNTM un acteur incontournable du progrès social au Mali. Reconnaissance du mérite, des attestations ont été décernées aux 13 personnes ayant pris part à la formation des formateurs au Togo. Même sentiment de reconnaissance manifesté à l'endroit des structures et des particuliers qui, de près ou de loin, ont contribué au rayonnement du comité, dont le président s'est lui-même vu gratifié d'un chihuahua à la surprise générale par les membres de son bureau.
Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du lundi 20 janvier 2025, fête de l'armée malienne, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le nouveau gouverneur de la région de Ménaka a prêté serment ce jeudi au tribunal de Gao devant les autorités judiciaires et d'autres personnalités. Le colonel-major Lanzine Konaté, précédemment en service à Koutiala, renvoyé dans ses fonctions de chef d'exécutif régional de Ménaka par le juge de paix de Ménaka. Voilà, tout en image. Démarrage officiel des travaux du projet intitulé Notre contribution, une initiative de la station régionale ORTM de Kidal. Ce programme concerne l'électrification de la cour, la construction des murs de clôture, la formation des agents sur l'installation des outils informatiques et le câblage, l'aménagement d'un espace culturel qui pourrait faciliter, dans un cadre sécurisé, l'enregistrement des émissions publiques radiophoniques et télévisuelles produites par l'ORTM. De grandes ambitions expliquées plus en détail par Idrissa Djibrila Maïga et Moussa Togo. Lancement du projet Tirgit Nana, autrement dit, notre contribution, par les soins du gouverneur de région, le général de division El Hadj Gamou. Un projet phare qui s'articule autour de 5 axes majeurs. Le lancement de ce projet intitulé Tirgit Nana, autrement dit, notre contribution, est composé de 5 piliers, à savoir l'électrification de la cour, la construction d'un hangar moderne au sein du centre d'accueil Tchomogo Sagara, la couverture de murs de clôture en fil de fer barbelé, l'aménagement d'un espace culturel qui pourrait faciliter dans un cadre sécurisé l'enregistrement des émissions de l'ORTM. Ces réalisations répondent au souci de renforcer la sécurité et de doter la station régionale des équipements susceptibles d'améliorer les capacités de production et les conditions de travail des agents de l'ORTM. Le gouverneur de région a exhorté les services publics de l'État à emboîter les pas à l'ORTM Kidal pour ce genre d'initiative salvatrice. Il est bon que tous les chefs de services régionaux prennent souvent des initiatives pour faire fonctionner la région. Donc c'est très très important. C'est cela que je vous félicite, je vous remercie pour cette initiative. Notons que la clôture de la station régionale ORTM Kidal s'étale sur 873 mètres. Et nous avons ce dernier communiqué avant de fermer ce journal. Le directeur général de la Maison du Hadj rappelle à tous les organisateurs du Hadj campagne 2025 qui est la date butoir du 14 février 2025 pour la signature des contrats n'est pas négociable et aucune exception ne sera accordée. Il est impératif de finaliser ces contrats en les légalisant sur la plateforme Nusouk afin de permettre aux pèlerins maliens déjà inscrits d'effectuer leur Hadj dans les conditions optimales. Le directeur général de la Maison du Hadj, respectueux des accords signés, compte sur la bonne compréhension et la bonne collaboration de tous, décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette date limite. Sur ce prend fin donc ce journal. Merci à la réalisation et à la rédaction. Je vous souhaite un bon début de semaine. On se retrouve demain, même heure, même plateau et toujours avec le même plaisir renouvelé. Tout à l'heure, l'émission Performance sur une présentation de Siragatou Sissé. Bonsoir à tous et un grand merci à nos téléspectateurs de Badenko.